Ce lieu n'aurait pas dû exister. Imaginez la scène. Une colline nue au sud-est de l'Anatolie. Pas de ville, pas d'écriture, pas de roues, pas de métal. Même la poterie n'existe pas encore. Et pourtant, là-haut, sur un plateau visible de loin, des groupes humains dressent des piliers géants, les sculptent, les alignent, les entourent de murs massifs, puis reviennent encore, et encore, comme attirés par quelque chose de plus ancien qu'eux. Göbekli Tepe n'est pas simplement un site archéologique, c'est une anomalie plantée au milieu de la préhistoire. Et le plus dérangeant, ce n'est pas son âge. C'est le fait qu'il semble avoir été construit par des gens qui, selon l'ancien récit officiel, n'auraient même pas dû savoir organiser un chantier de cette ampleur. Göbekli Tepe se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de l'actuel Şanlıurfa, sur les hauteurs des montagnes de Germouch. Le site remonte au néolithique précéramique, grosso modo entre le milieu du Xe et le début du 8e millénaire avant notre ère. Dit autrement, il appartient à un monde où l'être humain n'a pas encore basculé complètement dans l'agriculture, mais où il est déjà capable de transformer la pierre en langage monumental. L'UNESCO le décrit comme l'une des premières manifestations connues d'architecture monumentale faite par l'homme. Et ce détail est capital, parce qu'il inverse la vieille chronologie qu'on répétait tranquillement pendant des décennies. D'abord les villages, ensuite les temples, ensuite les élites. Göbekli Tepe murmure exactement l'inverse. Peut-être que le besoin de se rassembler, de croire, de mettre en scène le sacré, est venu avant le reste. L'histoire moderne du site est presque ironique. Il avait bien été repéré dans les années 1960 lors d'une prospection, mais personne n'avait compris ce qu'il y avait réellement sous cette colline. Il faut attendre Klaus Schmidt, au milieu des années 1990, pour que le potentiel du lieu éclate enfin au grand jour et que les fouilles commencent. Depuis, Göbekli Tepe n'a cessé de déstabiliser les archéologues. Et tenez-vous bien, malgré sa célébrité mondiale, seule une petite partie du site a été fouillée. Une petite partie. Le reste sommeille encore sous la terre, pendant que les relevés géophysiques suggèrent qu'il pourrait y avoir bien plus de structures que celles déjà mises au jour. Voilà pourquoi chaque affirmation définitive sur Göbekli Tepe doit être prononcée avec prudence. Nous parlons d'un puzzle dont l'immense majorité des pièces n'est même pas visible. Ce que l'on voit déjà suffit pourtant à donner le vertige. Des enceintes circulaires ou ovales, des murs épais, et surtout ces piliers en forme de T, parfois hauts de plusieurs mètres, taillés directement dans le calcaire voisin. Certains se dressent au centre des structures comme deux silhouettes face à face, pendant que d'autres, plus petits, sont intégrés dans les murs. Les prospections laissent penser qu'il pourrait y avoir au minimum une vingtaine de grands ensembles monumentaux dans le tertre, ce qui représenterait plus de 200 piliers. Essayez d'imaginer la logistique, la taille de la pierre, son extraction, son transport, son dressage, sans bêtes de trait, sans charrette, sans état central, sans armée d'ingénieurs au sens où nous l'entendons. Cela signifie une chose très simple et très explosive. Ces groupes de chasseurs-cueilleurs maîtrisaient déjà une coordination sociale d'un niveau qu'on sous-estimait peut-être radicalement. Et puis, il y a les images. Renards, sangliers, serpents, oiseaux, scorpions, gazelles. Au premier regard, on pourrait croire à une ménagerie gravée dans la pierre. Mais plus on regarde, plus quelque chose cloche. Les piliers ne sont pas de simples blocs décorés. Plusieurs portent des bras, des mains, parfois une ceinture, parfois une sorte de pagne en peau de renard. En clair, ces piliers semblent représenter des êtres, pas des dieux clairement identifiés, pas des humains naturalistes,
mais des présences anthropomorphes stylisées. C'est crucial, parce que cela veut dire que l'architecture elle-même est peut-être pensée comme un assemblage de corps symboliques. On n'entre pas seulement dans un bâtiment, on entre dans une assemblée silencieuse. Une réunion de figures dressées, figées, observant le visiteur depuis 11 ou 12 millénaires. Longtemps, on a résumé Göbekli Tepe par une formule qui claque bien. Le plus vieux temple du monde. C'est efficace, c'est vendeur, et c'est probablement trop simple. Car la vraie question n'est pas seulement « est-ce un sanctuaire ?» La vraie question est « qu'est-ce qu'un sanctuaire ?» dans un monde qui n'a pas encore nos catégories. Certains chercheurs défendent l'idée d'un site essentiellement rituel, surtout pour les phases les plus anciennes. D'autres invitent à rester prudents et rappellent que la frontière entre espace cérémoniel, lieu de réunion, mémoire collective et forme de vie plus ordinaire n'est peut-être pas aussi nette à cette époque. Pourquoi est-ce important ? Parce que si nous collons trop vite l'étiquette « temple », nous importons nos réflexes historiques dans un univers mental qui ne pensait peut-être pas encore en termes de religion séparée du quotidien. Pour eux, le sacré n'était peut-être pas un bâtiment à part, c'était peut-être la manière même d'habiter le monde. Ce qui semble plus solide, en revanche, c'est l'idée d'un point de rassemblement. Les chercheurs du projet ont proposé que Göbekli Tepe ait servi de centre de rencontre pour plusieurs groupes de chasseurs-cueilleurs, peut-être sur un rayon très large. On y trouve de grandes quantités d'ossements d'animaux sauvages, des traces de traitement intensif des céréales, d'énormes cuves de pierre et des indices d'activité collective qui ressemblent fort à des festins. Même l'hypothèse de boissons fermentées a été discutée à partir de certains résidus. Alors, posez-vous la question. Et si ces monuments n'étaient pas nés d'un pouvoir qui oblige, mais d'un désir commun de se retrouver, d'impressionner, de nourrir, de raconter, de célébrer? Et si la pierre avait été le théâtre d'un immense pacte social? Là, Göbekli Tepe cesse d'être une simple énigme architecturale. Il devient le laboratoire émotionnel de la civilisation. C'est précisément pour cela que le site dérange autant. Pendant très longtemps, le récit standard disait en substance « L'agriculture crée des surplus. Les surplus créent des hiérarchies. Les hiérarchies construisent des monuments. » Mais à Göbekli Tepe, plusieurs chercheurs ont défendu l'idée que les grands rassemblements, les besoins rituels et les festins collectifs ont peut-être, au contraire, stimulé l'organisation sociale et la gestion des ressources végétales. En d'autres termes, ce n'est peut-être pas le pain qui a créé le temple. C'est peut-être le temple, ou plus largement le besoin de cérémonie, qui a accéléré le chemin vers le pain. C'est énorme. Cela voudrait dire que l'humanité ne s'est pas sédentarisée uniquement pour survivre mieux, mais aussi pour donner une forme durable à ses visions, à ses peurs, à ses alliances. La faim a peut-être compté, mais l'imaginaire aussi. Et parfois, l'imaginaire est une force de construction plus violente que la nécessité. Puis le décor devient plus sombre, car Göbekli Tepe n'est pas seulement un lieu d'animaux majestueux et de grandes pierres levées. C'est aussi un lieu de têtes coupées, de corps absents, de scènes qui sentent la mort ritualisée. Sur le célèbre pilier qu'on appelle souvent la pierre du vautour, on distingue un univers iconographique troublant. Oiseaux, scorpions, symboles abstraits, et même un personnage sans tête. Ailleurs, les chercheurs ont mis en avant la présence récurrente de têtes humaines séparées dans l'imagerie du site. Et plus troublant encore, de véritables fragments de crânes humains retrouvés sur place portent des modifications inhabituelles, des rainures profondes et des perforations qui ont conduit une équipe à proposer l'existence d'une forme particulière de culte des crânes au néolithique. Pourquoi c'est important ?
parce qu'à partir de là, Göbekli Tepe n'est plus seulement un centre de rassemblement. C'est un théâtre de transformation, un lieu où la mort elle-même semble avoir été retravaillée pour devenir message. Soyons clairs, cela ne signifie pas que nous avons affaire à un site macabre au sens moderne, ni à une religion de l'horreur. Ce serait une erreur grossière. Dans de nombreuses sociétés préhistoriques du Proche-Orient, le crâne humain avait une valeur symbolique, mémorielle, peut-être ancestrale, peut-être protectrice. Le problème, c'est que Göbekli Tepe pousse ce langage dans une zone plus étrange, plus codée. Les animaux ne sont pas là par hasard, les têtes séparées non plus, les corps stylisés non plus. Tout donne l'impression d'un vocabulaire qu'on aperçoit sans encore le comprendre, comme si nous étions devant une bibliothèque sans dictionnaire. Nous savons lire les lettres, mais pas la phrase. Et quand on croit saisir un motif, un autre surgit pour défaire la certitude. C'est précisément ce type de site qui rend les archéologues modestes et les rêveurs incontrôlables. Ajoutez maintenant un détail souvent oublié du grand public. Les structures ont été retrouvées remplies d'immenses masses de déblais, de pierres, d'ossements, d'artefacts, comme si le site avait fini noyé sous sa propre peau minérale. Pendant longtemps, cette situation a été interprétée comme un remblayage volontaire au terme de la vie des enceintes. Des travaux plus récents invitent à nuancer la manière exacte dont ce remplissage s'est formé. Mais une chose reste essentielle. Les bâtiments n'ont pas simplement disparu par abandon ordinaire. Ils ont été ensevelis dans des conditions complexes, et c'est cela qui les a paradoxalement protégés. Vous sentez le paradoxe? Ce qui a caché Göbekli Tepe l'a aussi sauvé. Le site a survécu parce qu'il a cessé d'être visible. Comme si sa disparition faisait partie de son destin. Comme si, un jour, quelqu'un avait décidé qu'il devait se taire. Et c'est ici que naissent les théories les plus folles, mais aussi les plus délicates à manier. Certains chercheurs ou auteurs ont proposé des lectures astronomiques des reliefs, en particulier autour de certains symboles et du fameux pilier au vautour. Plus récemment encore, une étude a défendu l'idée que certains signes pourraient renvoyer à une forme de calendrier ou à une lecture du temps céleste. Mais attention, l'équipe archéologique liée au site a déjà exprimé des réserves face aux interprétations trop assurées de ce type. Autrement dit, l'idée n'est pas absurde, elle est discutée, mais elle est loin d'être un consensus. Et c'est justement ce qui la rend fascinante. Peut-être que Göbekli Tepe observait le ciel. Peut-être pas. Mais le simple fait que cette hypothèse reste plausible montre à quel point nous avons affaire à une pensée symbolique sophistiquée, capable d'articuler architecture, animaux, rythme du temps et mémoire collective. Il y a une autre tentation, presque irrésistible. Imaginez qu'un peuple oublié, une civilisation disparue, un savoir supérieur, serait à l'origine de tout cela. C'est séduisant, trop séduisant. Et pourtant, le plus vertigineux n'a pas besoin d'Atlantide ni d'extraterrestres. Le plus vertigineux, c'est que des humains bien réels, sans métal ni écriture, aient pu accomplir tout cela eux-mêmes. Pourquoi cherchons-nous toujours à leur voler ce génie? Parce qu'admettre leur capacité nous oblige à revoir notre arrogance chronologique. Nous nous croyons au sommet d'une pente nette, comme si le passé avançait d'un pas maladroit vers nous. Göbekli Tepe dit autre chose. L'histoire humaine n'est pas une ligne droite, c'est une forêt. Parfois, très tôt, dans l'ombre, une branche surgit avec une audace folle, puis disparaît, et des millénaires plus tard, nous la retrouvons en croyant voir un miracle. D'ailleurs, le site n'a pas fini de parler. Les recherches continuent, les publications s'ajoutent, et des découvertes récentes rappellent qu'on est encore loin d'avoir épuisé le lieu. En 2023,
une statue grandeur nature de sanglier a encore été annoncée à Göbekli Tepe. Pas un petit objet anecdotique, une pièce spectaculaire surgit d'un bâtiment déjà central dans l'imaginaire du site. Ce genre de découverte a un effet presque cruel. À peine croit-on tenir une image cohérente que le site en ajoute une autre, plus étrange, plus vivante, plus difficile à ranger. C'est comme si la colline refusait obstinément de devenir un musée figé. Elle préfère rester une question ouverte, une question que chaque campagne de fouille rend un peu plus précise et un peu plus inquiétante. Alors, que cachent les ruines perdues de Göbekli Tepe? Pas seulement des pierres, elles cachent peut-être la preuve que l'humanité a commencé par rêver avant de labourer, que les grands récits collectifs, les rituels, les visions du monde et la gestion des morts ont pu précéder, stimuler ou transformer ce qu'on appelle ensuite la civilisation. Elles cachent aussi quelque chose de plus intime, de presque humiliant pour nous, notre ignorance. Nous voyons les griffes, les becs, les serpents, les mains gravées sur le ventre des piliers. Nous mesurons la hauteur des blocs. Nous comparons les dates au radiocarbone. Nous modélisons les structures. Mais au fond, nous restons sur le seuil. Parce que le cœur du lieu n'est pas seulement matériel, il est mental. Qui se tenait au centre, entre ces deux grands piliers face à face? Qui regardait qui? Les vivants, les morts les vivants, les hommes, le ciel, ou quelque chose d'encore plus dérangeant, une société en train de s'inventer elle-même, par la peur, par le festin, par l'image, par la pierre. Et voici le détail qui me semble le plus troublant. Göbekli Tepe n'est pas une ruine de fin du monde. C'est peut-être une ruine de commencement, un lieu où l'espèce humaine a tenté, pour l'une des premières fois, de donner une forme durable à l'invisible. Pas seulement abriter la vie, la mettre en scène, l'ordonner, l'éblouir, lui faire peur, lui donner des gardiens de pierre. La plupart des ruines nous parlent d'un effondrement. Celle-ci nous parle d'une naissance. Et dans la terre qui recouvre encore la plus grande partie de la colline, quelque chose attend peut-être toujours. Non pas une réponse simple, mais la suite du langage. Celui que nous avons perdu entre les animaux, les crânes, les étoiles possibles et les piliers dressés comme des silhouettes sans visage. Le plus inquiétant, finalement, ce n'est pas ce que Göbekli Tepe révèle, c'est tout ce qu'il n'a pas encore accepté de rendre. Et si le vrai secret de Göbekli Tepe n'était pas dans ce qu'on a trouvé, mais dans ce qui manque? Parce qu'à force de regarder les piliers, on oublie parfois le silence autour d'eux. Un silence étrange. Pas de roi gravé dans la pierre, pas de bataille racontée, pas de liste d'offrandes, pas même ce détail banal qui accompagne tant de monuments plus tardifs. Une explication. Rien. À Göbekli Tepe, les images sont là, puissantes, nettes, parfois violentes, mais le mode d'emploi a disparu. Et ce vide n'est pas un accident. Il fait partie du mystère. Regardez les animaux représentés. Ce ne sont pas seulement des créatures utiles à la chasse ou à l'alimentation. Ce sont souvent des bêtes qui piquent, mordent, rampent, surgissent, attaquent. Des serpents, des scorpions, des sangliers, des renards, des rapaces. Comme si le site ne cherchait pas à montrer la nature rassurante, mais sa version nerveuse, instable, imprévisible. Pourquoi est-ce important? Parce que le choix des images raconte toujours quelque chose d'une société. On ne grave pas pendant des heures un scorpion sur un bloc de plusieurs tonnes juste pour décorer. On grave ce qui compte, ce qui menace, ce qui protège, ou ce qui relie deux mondes qu'on n'arrive plus, aujourd'hui, à distinguer. Et soudain,
une hypothèse devient troublante. Et si Göbekli Tepe n'était pas seulement un lieu de culte ou de réunion, mais une sorte de carte mentale de la peur, un endroit où les humains de l'aube néolithique mettaient en scène les forces qui les entouraient pour les maîtriser symboliquement. C'est une idée que plusieurs chercheurs approchent par des chemins différents. L'iconographie ne semble pas tourner vers la simple abondance, mais vers des puissances animales chargées d'intensité. Dit autrement, ces enceintes ne sont peut-être pas des salles, ce sont peut-être des théâtres de tension cosmique. Imaginez la nuit, le vent sur la colline, des torches, des silhouettes qui avancent entre les piliers. La pierre renvoie la lumière et avale les visages. Sur les parois, des créatures figées paraissent bouger à cause des flammes. Les vautours semblent descendre. Les serpents ondulent. Les mains gravées sur les piliers ressemblent presque à celles d'êtres immobiles venus assister à la cérémonie. Et là, pour un instant, vous comprenez quelque chose de très simple. L'architecture n'était peut-être pas destinée à protéger du dehors. Elle servait peut-être à fabriquer un dedans mental, un espace où le visible et l'invisible se rencontraient enfin sans intermédiaire. Ce qui renforce cette idée, c'est la forme même des enceintes. Elles ne montent pas vers le ciel comme les temples classiques que notre imagination aime projeter dans le passé. Elles enferment, elles enveloppent, elles concentrent. On descend parfois légèrement dans la structure, on entre dans une sorte de ventre de pierre. Cela change tout. Ce n'est pas un décor triomphal, c'est un dispositif de concentration. Vous ne venez pas là pour admirer à distance. Vous êtes pris à l'intérieur du langage du lieu. Et ce détail compte énormément parce qu'il suggère une expérience vécue, physique, presque sensorielle. À Göbekli Tepe, la pensée n'était peut-être pas abstraite. Elle passait par le corps, la proximité, l'orientation, la masse, la répétition des gestes. Et puis, il y a cette autre question, plus dérangeante encore. Qui avait le droit d'entrer? Parce que nous parlons souvent de communauté, mais une communauté n'est jamais homogène. Même chez des groupes de chasseurs-cueilleurs, il y a des rôles, des savoirs, des statuts, des initiations. Certains savaient peut-être lire les signes mieux que d'autres. Certains avaient peut-être le droit de manipuler des restes humains, d'interpréter les animaux, d'organiser les festins, de décider quand bâtir, quand remplir, quand fermer une enceinte. Cela ne veut pas dire qu'il existait déjà des prêtres au sens strict, encore moins un État. Mais cela ouvre une piste capitale. Göbekli Tepe pourrait témoigner d'une spécialisation symbolique précoce. Des individus ou des groupes devenaient peut-être dépositaires d'un savoir rituel. Et ce savoir, même sans écriture, pouvait donner du prestige, de l'autorité, peut-être même une forme de pouvoir. Vous voyez ce que cela implique? L'inégalité humaine n'a peut-être pas commencé seulement avec les champs et les greniers. Elle a peut-être commencé plus tôt, dans la capacité à parler au nom de ce qu'on ne voit pas. C'est vertigineux, parce que cela change la naissance même de la hiérarchie. On imagine volontiers que le pouvoir est né de la propriété. Mais si, avant de posséder la terre, certains ont commencé par posséder le récit, si les premiers grands écarts de statut ne venaient pas d'abord du blé, mais du sens. Celui qui sait où se tenir, quoi graver, quel animal invoquer, quel crâne exposer, quel moment choisir pour le rassemblement, celui-là ne commande peut-être pas encore une armée, mais il influence déjà le groupe. Et pourtant, Göbekli Tepe résiste à toute lecture trop simple, parce qu'on ne voit pas clairement de palais, ni de tombe royale, ni d'objets de luxe indiquant une élite installée et permanente. C'est là tout le problème.
Le site semble trop grand pour être banal, mais trop étrange pour entrer docilement dans nos modèles classiques. Alors les archéologues avancent avec prudence. Certains y voient un centre régional lié à des rassemblements saisonniers. D'autres insistent davantage sur la dimension monumentale et rituelle. D'autres encore rappellent que l'opposition nette entre temple et habitat ne fonctionne probablement pas ici. Et c'est précisément cela qui rend le lieu si précieux. Il se situe dans une zone de bascule, avant que nos catégories ne deviennent solides. En fait, Göbekli Tepe appartient à un paysage bien plus vaste. Pendant des années, le site a été présenté comme un miracle isolé, un ovni surgissant de nulle part. Mais plus les recherches avancent dans la région de Şanlıurfa, plus on découvre qu'il fait partie d'un ensemble plus large, parfois désigné sous le nom de Taş Tepeler, les collines de pierre. Karahan Tepe, par exemple, a révélé à son tour des structures monumentales, des piliers, des espaces creusés et même des sculptures humaines qui poussent encore plus loin l'étrangeté. Pourquoi ce point est-il essentiel ? Parce qu'il nous dit que Göbekli Tepe n'est peut-être pas l'exception absolue. Il pourrait être l'un des visages d'un horizon culturel régional beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait. En clair, nous n'avons peut-être pas affaire à une fulgurance unique, mais aux traces dispersées d'un monde entier dont nous ne voyons encore que les os. Et là, le vertige change d'échelle. Car si plusieurs sites comparables existaient, cela signifie qu'il y avait des traditions partagées, des techniques communes, des motifs symboliques reconnus, peut-être des déplacements réguliers entre différents centres. Il fallait transmettre le savoir de taille, les conventions iconographiques, le sens des formes en T, l'organisation des chantiers. Cela suppose de la mémoire collective. Et une mémoire collective, ce n'est pas juste se souvenir. C'est choisir ce qu'on répète, ce qu'on enseigne, ce qu'on considère digne de durer. À ce stade, une idée presque contre-intuitive commence à émerger. Peut-être que les humains de cette époque n'étaient pas seulement en train d'inventer l'agriculture. Peut-être qu'ils inventaient surtout la permanence. Non pas seulement vivre quelque part, mais inscrire quelque chose qui reste, quelque chose qui oblige les générations suivantes à revenir. Les chasseurs-cueilleurs sont souvent décrits, dans l'imaginaire populaire, comme fluides, mobiles, sans attachement monumental. Göbekli Tepe fait exploser ce cliché. Même si les groupes n'étaient pas encore pleinement sédentaires, ils investissaient déjà dans le durable. Ils construisaient pour l'avenir, ou pour les ancêtres, ou pour un ordre du monde qu'ils jugeaient nécessaire de fixer dans la pierre. Et cela mène à une autre énigme. Pourquoi tant d'énergie pour bâtir, puis tant d'énergie pour enfouir ? Car plus on y pense, plus le remblayage des structures devient fascinant. Remplir volontairement un espace monumental n'est pas un geste pratique. C'est un geste symbolique. C'est presque une fermeture rituelle. Comme si chaque enceinte avait une vie, puis une mort. Comme si le monument, après avoir servi, devait être recouvert, neutralisé, transformé en mémoire souterraine. Ce n'est plus seulement de l'architecture, c'est de la biographie. Les bâtiments naissent, fonctionnent, puis disparaissent selon un protocole qui nous échappe encore. Pourquoi c'est crucial ? Parce qu'à partir de là, Göbekli Tepe cesse d'être un simple lieu qu'on utilise. C'est un lieu avec lequel on entretient une relation. On le traite comme un être social. Et plus on avance, plus une idée étrange revient, discrète mais insistante. Et si les piliers en T n'étaient pas seulement des représentations humaines, mais des présences ? Je ne parle pas de fantômes au sens facile du terme. Je parle d'une logique où l'image ne sépare pas nettement le symbole, la personne et la puissance. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, représenter n'est pas illustrer. C'est faire exister autrement.
Une figure gravée n'est pas une décoration de musée. C'est une manière d'installer une force dans un lieu, de la rendre opérante, de lui donner une adresse. Si l'on pense ainsi, les deux grands piliers centraux de chaque enceinte changent complètement de statut. Ils ne sont plus des colonnes. Ils deviennent des acteurs, des témoins, des axes, peut-être des ancêtres, peut-être des êtres mythiques, peut-être autre chose encore. Et autour d'eux, tout l'espace prend la forme d'un dialogue silencieux. Le plus saisissant, c'est que certains piliers semblent presque nus, alors que d'autres débordent d'images, comme si chaque enceinte avait sa propre tonalité, sa propre personnalité, sa propre charge émotionnelle. Ici, un bestiaire plus agressif. Là, une scène plus énigmatique. Ailleurs, un relief qui paraît presque narratif, sans jamais devenir lisible comme une histoire continue. Ce détail est fondamental, parce qu'il suggère que toutes les structures n'avaient pas forcément la même fonction. Il est possible que chaque espace réponde à un usage, un groupe, une mémoire ou un moment précis. Nous cherchons souvent la signification de Göbekli Tepe, comme s'il devait y en avoir une seule. Mais peut-être qu'il faut renoncer à cette simplification. Peut-être que le site était un ensemble de langages superposés. Alors, une autre question surgit, plus humaine, presque cruelle dans sa simplicité. Qu'est-ce que les bâtisseurs ressentaient ici? De la peur, de la fierté, de l'épuisement, de l'ivresse pendant les grands repas, de la tristesse quand un corps était réduit à un crâne rituellement modifié? Nous parlons beaucoup de structure, de phases chronologiques, de style iconographique, et c'est normal. Mais derrière tout cela, il y avait des mains, des dos, des yeux, des gens qui frappaient à la pierre jusqu'à lui donner une forme, des gens qui transportaient des blocs sous le soleil, des gens qui regardaient un pilier achevé et se disaient peut-être qu'ils avaient participé à quelque chose qui les dépassait. Et c'est peut-être cela, le vrai seuil de la civilisation, pas l'apparition d'un outil, ni même d'une récolte, mais le moment où des humains acceptent de consacrer une énergie immense à une chose qui n'a pas d'utilité immédiate, une chose qui relie le groupe à une idée, à une mémoire, à une puissance symbolique, une chose qui ne se mange pas, ne se porte pas, ne se cache pas dans une poche, mais qui transforme tout de même la manière de vivre ensemble. Göbekli Tepe pourrait alors être lu comme le lieu où l'espèce humaine a compris qu'elle pouvait modeler non seulement la nature, mais l'imaginaire collectif. Et une fois que vous savez faire cela, tout change. Vous pouvez créer des obligations invisibles, des calendriers, des interdits, des récits partagés, des ancêtres exemplaires, des espaces qui impressionnent avant même qu'on y parle. Le monument devient un outil psychologique. Et ce type d'outil est peut-être plus puissant, à long terme, qu'une arme. Mais attention, plus une interprétation paraît belle, plus il faut s'en méfier. Parce que Göbekli Tepe attire les récits trop parfaits, comme une flamme attire les insectes. Certains veulent y voir l'origine de toutes les religions. D'autres, le souvenir d'une catastrophe céleste. D'autres encore, un observatoire astronomique complet, une encyclopédie de constellations, voire la trace d'une civilisation mère disparue. Le problème, ce n'est pas que ces hypothèses existent. Le problème, c'est l'empressement avec lequel on transforme des indices en certitudes. Un serpent gravé ne devient pas automatiquement une constellation. Un vautour ne devient pas une preuve cosmique. Un grand monument ancien ne signifie pas forcément technologie perdue. L'honnêteté, ici, est plus difficile que le fantasme. Elle oblige à rester dans le brouillard. Et pourtant, même en restant prudent, le brouillard lui-même est spectaculaire.
parce qu'il y a là quelque chose que même l'analyse la plus sobre ne peut effacer. Une intensité. Göbekli Tepe n'est pas seulement vieux. Il est dense. Il donne l'impression d'un monde déjà chargé de symboles, de rites, de sélection visuelle, de protocoles et de mémoire. Ce n'est pas l'enfance naïve de l'humanité. C'est déjà une pensée adulte, mais parlant une langue que nous avons perdue. C'est pour cela que les ruines perdues de Göbekli Tepe troublent autant notre époque. Nous aimons croire que le passé va du simple vers le complexe, de l'instinct vers la culture, du besoin brut vers la pensée raffinée. Or ici, à l'aube du néolithique, nous tombons sur un site qui dit presque l'inverse. L'humain rêvait déjà grand avant même d'avoir stabilisé son quotidien, comme si le sens avait couru plus vite que le confort. Et soudain, une image s'impose. Peut-être que les premiers grands monuments n'ont pas été bâtis parce que l'homme s'était installé. Peut-être que l'homme s'est installé parce qu'il avait commencé à bâtir des mondes invisibles trop lourds pour être portés en marchant. Voilà pourquoi Göbekli Tepe continue de nous fixer depuis la colline. Ce n'est pas seulement un vestige, c'est un miroir tendu vers nos origines. Un miroir fissuré, incomplet, mais suffisamment net pour poser une question presque insupportable. Et si la civilisation n'avait pas commencé par des maisons, mais par des hantises communes? Et si ces piliers, dressés avant les villes, étaient les premières preuves que l'être humain ne se contente jamais de survivre, qu'il lui faut aussi donner une forme à ce qui le dépasse? Le problème, c'est qu'en approchant de cette réponse, une autre énigme s'ouvre aussitôt. Car si Göbekli Tepe n'était pas seul, si d'autres collines de pierre racontent la même obsession, alors nous ne sommes peut-être pas devant un sanctuaire isolé, mais devant les fragments d'un système oublié. Et ce système, lui, devient encore plus inquiétant dès qu'on commence à regarder sous la surface. Sous la surface, justement, il y a peut-être la partie la plus dangereuse de l'énigme. Parce qu'un site qu'on peut voir se laisse encore discuter. On mesure ses murs, on compare ses reliefs, on trie ses ossements, on dessine ses plans, on bâtit des hypothèses. Mais un site dont l'essentiel dort encore sous terre vous oblige à penser contre le vide. Et à Göbekli Tepe, ce vide est immense. Les relevés géophysiques, les anomalies détectées sous le tertre, les structures déjà repérées sans être entièrement ouvertes, tout cela suggère que ce que nous appelons aujourd'hui Göbekli Tepe n'est peut-être qu'une façade, une entrée, une poignée de phrases arrachées à un livre encore enfoui. Et c'est là que le vertige prend une autre forme. Nous ne sommes peut-être pas devant un monument isolé, mais devant les restes d'un paysage sacré beaucoup plus vaste, beaucoup plus ordonné, beaucoup plus intentionnel qu'on ne l'a longtemps imaginé. Regardez la colline elle-même. Elle n'a pas été choisie au hasard. Elle domine l'horizon. Depuis ce point élevé, le regard embrasse les alentours. Dans un monde sans tour, sans route, sans signalisation, la hauteur est déjà un langage. Monter là-haut, ce n'est pas seulement se déplacer, c'est changer de plan, quitter la routine du sol pour entrer dans un lieu séparé. Et quand plusieurs groupes viennent de régions différentes, qu'ils approchent du même sommet, qu'ils voient les mêmes pierres se dessiner sur le ciel, le site cesse d'être un simple endroit. Il devient un repère mental, un pôle, un aimant social. Mais un aimant vers quoi, exactement? C'est ici qu'il faut parler d'un détail qu'on sous-estime souvent. Göbekli Tepe n'existe pas seul dans le temps. Il apparaît dans une période charnière, quand le Proche-Orient supérieur connaît des transformations immenses. La chasse reste centrale. Les animaux sauvages dominent encore largement l'univers économique et symbolique. Pourtant, dans le même horizon culturel, certains groupes commencent à manipuler de plus en plus les plantes, à s'installer plus durablement, à redessiner leur rapport aux saisons,
et aux ressources. Ce n'est pas encore le monde des grandes cités agricoles. C'est un monde intermédiaire. Et les mondes intermédiaires sont toujours les plus troublants, parce qu'ils mélangent des logiques qui, plus tard, nous paraîtront incompatibles. À Göbekli Tepe, cette tension est visible partout. D'un côté, les reliefs débordent de faune sauvage, de prédateurs, de bêtes nerveuses, d'êtres qui rappellent un univers encore gouverné par l'incertitude de la chasse et le danger du dehors. De l'autre, l'architecture révèle de la planification, de la répétition, des formes codées, une mémoire technique, autrement dit, tout ce qui annonce déjà une société capable de stabiliser ses gestes. Le site se tient exactement à cet endroit vertigineux où l'humanité n'a pas encore changé complètement de mode de vie, mais a déjà changé d'échelle mentale. Et plus on compare Göbekli Tepe à d'autres sites de la région, plus cette impression se renforce. Il y a Karahan Tepe, bien sûr, dont les découvertes ont secoué le milieu archéologique. Piliers monumentaux, espaces creusés dans le substrat, figures humaines plus franches, plus troublantes encore par moments, comme si le langage de pierre que l'on croyait exceptionnel à Göbekli Tepe faisait en réalité partie d'une conversation plus large entre plusieurs collines. Il y a aussi d'autres implantations du même horizon, moins connues du grand public, mais qui dessinent peu à peu une constellation. Ce point change tout. Car s'il existe une constellation, alors il existe des circulations. Et s'il existe des circulations, il existe un monde relationnel dense, structuré, partagé. Autrement dit, les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'étaient pas seulement des gens capables de tailler des piliers. Ils appartenaient probablement à un réseau culturel où des motifs, des techniques, des gestes et peut-être des récits circulaient déjà sur de longues distances. Cette idée devrait nous secouer davantage qu'elle ne le fait, car elle signifie qu'avant même l'écriture, avant même les archives, avant même les royaumes, des communautés humaines étaient déjà capables d'entretenir un horizon commun d'images et de pratiques. Le lien social n'attend pas le document. Il peut exister dans les corps, dans la mémoire, dans la répétition des formes. Une silhouette hantée, reconnue par tous. Un animal gravé qui renvoie à une histoire connue des initiés. Une certaine manière d'entrer dans une enceinte, de se placer, de regarder, de manger, de se taire. Ce sont peut-être là les premiers grands protocoles de civilisation. Et ce mot, protocole, mérite qu'on s'y arrête. Parce que lorsque l'on observe les structures de Göbekli Tepe, on a souvent l'impression d'une liberté sauvage. Des animaux partout. Des reliefs qui semblent parfois surgir comme dans un rêve fiévreux. Des associations d'images difficiles à traduire. Mais sous cette apparente démesure, tout indique un cadre très précis. Les enceintes sont construites selon des principes récurrents. Les piliers centraux répondent à une logique. Les formes ne sont pas improvisées au hasard d'une journée inspirée. Il y a de la méthode. Et dès qu'il y a de la méthode, il y a transmission. Dès qu'il y a transmission, il y a apprentissage. Dès qu'il y a apprentissage, il y a des personnes qui savent plus que d'autres. On revient donc à cette question qui dérange. Qui détenait le savoir du lieu? Peut-être pas des prêtres au sens classique, peut-être pas une caste séparée, mais certainement des individus capables de guider la main, de choisir la pierre, d'organiser le travail, d'interpréter les signes, de décider de la forme d'une enceinte et peut-être même du moment de sa fermeture. Et ce savoir-là est déjà une puissance. Il ne repose ni sur une armure, ni sur un impôt, mais sur quelque chose de plus subtil et parfois plus durable. La maîtrise du sens. Imaginez un jeune membre d'un groupe venu de loin, peut-être pour la première fois sur la colline. Il voit les grands piliers dressés
Il entend les anciens murmurer. Il comprend qu'ici, on ne parle pas comme ailleurs, qu'ici, certains gestes comptent plus que d'autres. On lui désigne peut-être les créatures gravées. On lui raconte ce qu'il ne doit pas faire. On lui montre où se placer, quoi toucher, quoi éviter. À cet instant, Göbekli Tepe n'est plus seulement un monument. C'est une machine à produire de la hiérarchie symbolique. Pas forcément oppressive, pas forcément brutale, mais réelle. Le lieu sépare ceux qui savent de ceux qui apprennent. Et pourtant, plus on croit comprendre cette logique, plus d'autres détails viennent la compliquer. Par exemple, la pierre elle-même. D'où viennent ces piliers? Comment les extrayait-on exactement? Quels outils étaient employés? Combien de personnes fallait-il pour déplacer certains blocs? Nous savons qu'il existait des carrières tout près, et même des piliers inachevés abandonnés dans le calcaire, comme des phrases interrompues au milieu du mot. Ce genre de découverte est fascinant, parce qu'elle enlève un peu de magie sans enlever le mystère. Oui, les pierres ne sont pas tombées du ciel. Oui, on voit les traces du travail. Oui, on peut reconstituer certains gestes techniques. Et pourtant, cette compréhension rend le site encore plus impressionnant. Car plus le miracle devient humain, plus il devient immense. Là encore, il n'y a pas besoin d'invoquer une civilisation perdue. Ce qui s'est joué sur cette colline est déjà suffisamment extraordinaire sans qu'on lui greffe des survivants d'Atlantide ou des visiteurs des étoiles. Des humains ont choisi une pierre. Ils l'ont isolée. Ils l'ont détachée du banc rocheux. Ils ont deviné la forme future dans la masse. Ils l'ont dressée. Puis, ils ont gravé dessus des mains, des bêtes, des signes, comme si la roche devait non seulement tenir debout, mais parler. Et que dit-elle, cette roche? Elle dit peut-être d'abord une chose très simple. Le monde est peuplé de forces. À notre époque, nous avons pris l'habitude de séparer la nature, la culture, l'animal, l'humain, le symbole, le décor, le religieux, l'économique. Nous classons, nous compartimentons. Mais à Göbekli Tepe, rien ne garantit que ces frontières existaient déjà dans les mêmes termes. Le serpent n'est pas forcément juste un animal. Le vautour n'est pas forcément juste un charognard. Le sanglier n'est pas forcément juste du gibier. Chaque être représenté peut appartenir à plusieurs registres à la fois. Danger réel, signe rituel, mémoire mythique, puissance protectrice, marque d'identité, image d'un clan, souvenir d'un récit fondateur. C'est peut-être cela qui nous désoriente tant. Les images du site ne sont pas simples parce qu'elles ont été faites par des gens primitifs. Elles sont complexes parce qu'elles viennent d'un monde où les catégories étaient peut-être plus imbriquées que les nôtres. C'est exactement pour cela que certaines sculptures humaines ou semi-humaines trouvées dans la région provoquent un malaise si particulier. Elles ne ressemblent pas tout à fait à des portraits. Elles ne cherchent pas vraiment le naturalisme. Elles imposent une présence, de grands yeux, des corps stylisés, parfois une frontalité presque dérangeante. On ne sait pas toujours si l'on regarde un ancêtre, une entité, un homme, un être de récit, ou plusieurs de ces choses à la fois. Et ce flottement n'est pas un défaut de lecture. C'est peut-être le cœur du langage symbolique de l'époque. Il faut aussi parler du sous-sol au sens le plus concret, des creusements, des cavités, des espaces taillés dans la roche, des cuvettes, des bassins, des aménagements qui suggèrent que la colline n'était pas seulement un lieu où l'on dressait des pierres, mais un milieu travaillé en profondeur. Dans un paysage où l'eau a toujours été une question sérieuse, ces aménagements ne sont pas anodins. Ils rappellent que le monumental n'est jamais complètement séparé des contraintes matérielles. Même le lieu le plus chargé de symboles doit boire, stocker, résister, durer. Et c'est cette fusion entre nécessité et mise en scène
qui fait la grandeur du site. Rien n'y est purement pratique. Rien n'y est purement abstrait. Tout semble tenir ensemble. Puis vient un tournant encore plus fascinant, mais qu'on mentionne souvent trop vite. L'évolution du site dans le temps. Göbekli Tepe n'est pas figé dans une seule phase. Les structures les plus anciennes, avec leurs grandes enceintes circulaires et leurs piliers monumentaux, donnent l'image la plus célèbre. Mais plus tard, d'autres formes apparaissent, plus petites, plus rectangulaires, comme si l'architecture changeait de langage. Pourquoi ce détail est-il si important? Parce qu'il pourrait refléter une transformation bien plus vaste dans la société elle-même. Quand les formes changent, ce n'est pas seulement une affaire de goût. Cela peut signaler un nouveau rapport à l'espace, au groupe, à l'habitation, au rituel, à la permanence. Autrement dit, Göbekli Tepe n'est pas seulement le témoin d'une naissance. Il est peut-être aussi le témoin d'une transition interne. Un monde commence, puis se modifie, puis s'éloigne de lui-même. Et là, soudain, une hypothèse prend forme. Et si les grands enclos circulaires appartenaient à un moment où le rassemblement collectif, spectaculaire, dominait encore? Et si les formes plus tardives indiquaient un glissement vers des unités sociales plus stables, plus fermées, plus proches de la vie quotidienne et de l'organisation domestique? Ce serait presque l'histoire d'une métamorphose visible dans la pierre. D'abord la grande scène commune, ensuite le resserrement, la structuration, peut-être le début de quelque chose qui conduira plus loin vers le village, la maison, l'espace séparé. Cela voudrait dire que Göbekli Tepe n'est pas seulement un mystère immobile posé dans la préhistoire. C'est un film très lent, bien sûr, tourné sur plusieurs siècles, mais un film quand même. On y verrait une humanité qui expérimente des formes de rassemblement monumental, qui teste un rapport inédit au symbolique, puis qui transforme peu à peu cet héritage au moment même où le monde autour d'elle change. Ce glissement explique peut-être aussi pourquoi le site finit par être enseveli. Peut-être qu'il ne meurt pas d'un coup. Peut-être qu'il cesse progressivement d'occuper le centre de la vie collective. Peut-être que d'autres manières d'habiter, de cultiver, de transmettre, prennent le relais. Dans ce cas, le remplissage ne serait pas seulement un geste rituel de clôture. Il serait aussi le signe d'un déplacement historique plus vaste. Un ancien langage se tait pendant qu'un nouveau commence à parler. Et quelle ironie magnifique! Au moment où l'humanité devient de plus en plus visible dans le paysage par la sédentarité, l'un de ses plus anciens théâtres monumentaux disparaît sous terre. Comme si la première grande scène devait s'effacer pour laisser place au décor suivant. Mais attention, ce n'est pas une histoire de progrès simple. Ce serait trop confortable. Nous aimons raconter le passé comme une montée régulière. Ici, l'essai, là la réussite, ensuite l'amélioration. Göbekli Tepe ne se laisse pas enfermer dans ce scénario scolaire. Il montre au contraire qu'une société peut atteindre un sommet de créativité symbolique monumentale très tôt, puis abandonner cette forme sans que cela ressemble à un échec. Certaines inventions humaines ne sont pas des étapes. Ce sont des éclats. Elles apparaissent, dominent un moment, puis se retirent. Pas parce qu'elles étaient inférieures, mais parce qu'elles répondaient à un monde précis qui a cessé d'exister. Et c'est peut-être ce qui rend ces ruines si bouleversantes. Elles ne témoignent pas d'une maladresse ancienne. Elles témoignent d'une réussite disparue. Une réussite dans l'art de rassembler. Une réussite dans l'art de mettre en scène l'invisible. Une réussite dans l'art de sculpter la peur, la mémoire et la puissance dans la pierre. Quand on pense à cela, les piliers deviennent presque douloureux à regarder, parce qu'ils sont les vestiges d'une intelligence collective qui a trouvé une forme d'expression monumentale.
puis la laisser derrière elle. Comme on laisse derrière soi une langue qu'on ne parle plus, mais dont quelques mots, longtemps après, continuent de vibrer dans le corps. Alors oui, sous la surface, il y a des structures non fouillées. Il y a peut-être d'autres enceintes, d'autres reliefs, d'autres indices capables de renverser une hypothèse qui nous paraissait solide hier encore. Mais sous la surface, il y a aussi autre chose. Une question immense sur ce que devient une vision du monde quand ceux qui la portaient disparaissent. Est-ce qu'elle meurt? Est-ce qu'elle se transforme? Est-ce qu'elle migre ailleurs, dans d'autres sites, dans d'autres formes, dans des pratiques plus modestes qui nous échappent parce qu'elles ont laissé moins de pierres? Et c'est là que Göbekli Tepe devient presque inquiétant au sens philosophique. Car plus on s'en approche, plus on comprend que la civilisation n'est peut-être pas née d'un seul élan, ni d'une seule logique. Elle pourrait être le résultat de plusieurs foyers de transformation qui ne se ressemblent pas tous. Certains bâtissent des monuments avant les villes, d'autres stabilisent la nourriture avant les grands symboles, d'autres encore mêlent les deux jusqu'à produire des mondes hybrides. En ce sens, Göbekli Tepe n'est pas seulement le début de quelque chose. Il est la preuve que nos origines furent plus expérimentales, plus audacieuses, plus imprévisibles que le récit linéaire qu'on aime raconter. Et pendant que nous débattons encore de la fonction exacte des enclos, du statut des piliers, du sens des crânes modifiés, de la place des festins, de l'ampleur des réseaux régionaux, un autre détail attend dans l'ombre. Un détail minuscule en apparence, mais peut-être plus explosif que tous les autres. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas seulement « Qui a construit Göbekli Tepe ?» La vraie question pourrait être « Contre quoi le construisait-on ? Contre l'oubli ? Contre la mort ? Contre la dispersion des groupes ? Contre la peur des animaux et du ciel ? Ou contre quelque chose d'encore plus intime, de plus humain, de plus ancien que toute religion nommée ? La terreur de vivre dans un monde immense, sans y laisser de traces communes? Si c'est cela, alors les ruines perdues de Göbekli Tepe cachent peut-être moins un secret qu'une blessure. La blessure originelle qui pousse les humains à dresser des pierres pour que le monde cesse, un instant, d'être muet. Et c'est précisément à cet endroit que l'énigme devient la plus sombre. Parce que lorsque l'on s'intéresse non plus seulement aux animaux, aux piliers et aux enceintes, mais au traitement des corps humains eux-mêmes, Göbekli Tepe semble glisser d'un mystère monumental vers quelque chose de plus troublant encore, quelque chose qui touche à la tête, au visage, à ce qu'une communauté décide de conserver ou de séparer. Le plus intime dans une civilisation, ce n'est pas la manière dont elle bâtit, c'est la manière dont elle traite ses morts. Et c'est ici que Göbekli Tepe cesse d'être seulement une merveille ancienne pour devenir quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Parce qu'une pierre dressée, aussi impressionnante soit-elle, peut encore se laisser admirer à distance. Mais un crâne humain modifié, gravé, perforé, manipulé après la mort, cela nous oblige à entrer dans une zone où l'archéologie touche presque à la confession. Là, nous ne parlons plus seulement d'architecture, ni même de symboles abstraits. Nous parlons de visages disparus, de têtes séparées de leur corps, de la décision prise par des vivants de transformer les restes humains en objets de mémoire, de rituels ou de pouvoir. Ce geste, à lui seul, change toute l'atmosphère du site. Parce qu'à partir de cet instant, les piliers hantés, les vautours, les serpents, les scorpions, les mains gravées et les enceintes circulaires cessent d'être de simples signes dispersés. Ils se rassemblent dans une même tension. Une tension entre vie et mort, entre protection et menace, entre présence et absence. Et soudain, une question s'impose avec une force presque brutale. Que voyait-on réellement à Göbekli Tepe?
pendant les grandes cérémonies, des animaux gravés dans la pierre, oui, des groupes rassemblés sans doute, des repas collectifs probablement, mais voyait-on aussi des restes humains exposés, des crânes suspendus, déposés, montrés, déplacés selon un protocole que nous ne comprenons plus? La possibilité n'a rien de gratuit ni de sensationnaliste. Elle découle de ce que les chercheurs ont observé sur plusieurs fragments de crâne présentant des incisions profondes et des perforations atypiques, comme si certains restes avaient été préparés pour être mis en valeur, portés, suspendus ou ritualisés. Et là, tout se recompose. Le vautour n'est plus seulement un oiseau. Il devient le médiateur d'un passage. Le corps sans tête n'est plus seulement une image étrange. Il devient peut-être la trace d'un langage funéraire. Les piliers ne sont plus seulement monumentaux. Ils deviennent les témoins d'un dialogue entre ceux qui respirent encore et ceux qui ont déjà franchi la frontière. Vous voyez le basculement? Pendant longtemps, on a voulu expliquer la naissance de la civilisation par la gestion des vivres, la culture des plantes, l'accumulation des ressources. Et bien sûr, tout cela compte. Mais Göbekli Tepe suggère qu'au commencement, il y avait peut-être autre chose d'aussi décisif. La gestion de l'absence. L'effort gigantesque pour faire quelque chose de la mort. L'empêcher de dissoudre totalement le groupe. La transformer en lien, en mémoire, en scène, en autorité. Une communauté qui apprend à manipuler ses morts, apprend aussi à raconter le temps. Elle décide qui reste parmi les vivants, sous quelle forme, dans quel lieu, sous quel regard. Et ce pouvoir-là est immense. Car conserver une tête, ou la modifier, ou l'exposer, ce n'est pas seulement honorer un disparu, c'est contrôler le souvenir, c'est orienter la peur, c'est fabriquer une continuité entre les générations. C'est dire, nous venons de quelque part, nous dépendons de certains morts, nous leur devons quelque chose, ils nous surveillent peut-être encore. Dans un monde sans archives écrites, le corps humain peut devenir le premier document. Dès lors, la colline change encore de visage. Göbekli Tepe n'est plus seulement une scène monumentale où l'on célèbre de grandes forces animales et cosmiques. C'est peut-être aussi un lieu où l'on règle la relation avec les morts. Un lieu où l'on domestique l'angoisse fondamentale. Celle qui hante toute communauté humaine, même la plus ancienne, même la plus mobile, même la plus rude. Comment continuer ensemble alors que les visages disparaissent les uns après les autres? Et plus on y pense, plus les vautours reviennent avec une intensité particulière. Dans de nombreuses cultures du Proche-Orient ancien, les oiseaux charognards ne sont pas seulement des signes de destruction. Ils participent au passage. Ils interviennent entre la chair et l'os, entre le corps périssable et ce qui peut encore être conservé, montré, mémorisé. À Göbekli Tepe, leur présence n'est donc peut-être pas sinistre au sens simpliste du terme. Elle peut renvoyer à un processus sacré, dur, brutal à nos yeux, mais cohérent dans un univers où la mort n'est pas mise à l'écart, comme dans nos villes modernes. Elle est travaillée, regardée, intégrée dans le cycle symbolique de la communauté. Et c'est cela qui rend le site si vertigineux. Il ne nous montre pas une humanité naïve, à moitié sortie de l'animalité. Il nous montre une humanité déjà lucide, déjà inventive, déjà capable de transformer les choses les plus insoutenables en dispositifs collectifs. Les morts, la peur, l'inconnu, le temps, tout cela ne disparaît pas, tout cela est sculpté. Alors une hypothèse prend une consistance nouvelle. Et si les grands piliers centraux, au-delà de leur forme anthropomorphe, incarnaient justement cette présence stable que les vivants cherchaient à opposer au chaos du monde? Autour d'eux, les animaux surgissent, agressifs, rampants, imprévisibles. Les images humaines sont rares, fragmentaires, parfois sans tête.
Mais au centre, deux figures dressées, calmes, puissantes, immobiles. Comme si la communauté avait placé au cœur de l'enceinte ce qu'elle désirait le plus, une forme de permanence. Permanence contre le danger, permanence contre la dispersion, permanence contre la mort. Et c'est peut-être pour cela que ces piliers continuent de nous troubler si profondément. Ils ne ressemblent ni tout à fait à des hommes, ni tout à fait à des dieux. Ils appartiennent à cette zone intermédiaire que nous avons du mal à supporter, parce qu'elle échappe à nos catégories modernes. Peut-être sont-ils des ancêtres idéalisés, peut-être des êtres mythiques, peut-être des principes incarnés, peut-être tout cela à la fois. Dans tous les cas, ils semblent moins représenter un individu qu'une présence durable, quelque chose qui tient, quelque chose qui survit à la chair. Plus on regarde Göbekli Tepe, plus on comprend qu'il a été bâti contre l'instabilité du monde. Instabilité des saisons, instabilité du gibier, instabilité des alliances entre groupes, instabilité des corps, instabilité de la mémoire. Or, il y a une vérité presque brutale dans tout cela. Les premières grandes constructions humaines n'ont peut-être pas été faites pour célébrer la puissance déjà acquise, mais pour conjurer la fragilité. Nous imaginons souvent les monuments comme des produits du triomphe. Et si, à l'origine, ils étaient d'abord des réponses à la vulnérabilité? Et si dresser une pierre, c'était dire au monde, nous sommes faibles, nous savons que tout s'effondre, mais nous allons quand même laisser ici une forme qui dure? Alors oui, il faut rester prudent. Nous ne devons pas inventer des rituels complets là où nous n'avons que des indices. Nous ne devons pas transformer chaque relief en code absolu, ni chaque os en preuve totale. Mais il faut reconnaître une chose. Même dans sa lecture la plus sobre, Göbekli Tepe révèle une sophistication mentale stupéfiante. Une société capable de coordonner des chantiers monumentaux, de manipuler des images puissantes, de ritualiser les corps humains, de créer des lieux séparés du quotidien, de transmettre des formes sur plusieurs générations, n'est pas une société en retard sur le grand récit de l'histoire. C'est une société qui suit une autre logique d'avancée. Et cette logique pourrait bien être plus proche de nous que nous ne l'admettons. Parce qu'au fond, qu'avons-nous vraiment changé? Nous aussi, nous bâtissons contre l'instabilité. Nous aussi, nous voulons fixer le temps, conserver les visages, créer des lieux où l'absence devient supportable. Nous avons simplement changé d'outils. Eux avaient la pierre, les crânes, les animaux, le feu, le sommet d'une colline. Nous avons des archives, des écrans, des monuments publics, des cimetières ordonnés, des images infinies. Mais la blessure, elle, n'a pas disparu. La peur de la disparition demeure. L'obsession de transmettre demeure. Le besoin de donner une forme à l'invisible demeure. Et c'est là que Göbekli Tepe cesse d'être seulement un sujet pour archéologues. Il devient un miroir très ancien, déformant, silencieux, mais impitoyable, car il nous renvoie une image que nous préférons souvent éviter. La civilisation n'est peut-être pas née de la sécurité. Elle est peut-être née de l'angoisse, de l'effort immense pour rendre le monde habitable alors même qu'il ne promettait rien, de la nécessité de fabriquer ensemble des cadres, des récits, des points fixes. Non pas parce que tout allait bien, mais précisément parce que tout pouvait se perdre. Voilà pourquoi les ruines perdues de Göbekli Tepe fascinent autant. Elles ne sont pas seulement vieilles, elles sont originelles d'une manière plus intime. Elles touchent à ce moment où l'espèce humaine semble avoir compris qu'elle ne pourrait pas vivre longtemps dans un univers purement brut. Il lui fallait des centres, des signes, des gardiens, des scènes, des morts qui restent, des animaux qui parlent autrement,
des pierres plus grandes qu'elle pour contenir ce qu'elle n'arrivait pas encore à formuler. Et puis, il y a ce dernier paradoxe, peut-être le plus beau de tous. Tout ce monde de gestes, d'images, de cérémonies et de mémoires a été recouvert, disparu sous la terre, effacé du paysage visible pendant des millénaires, comme si la première grande tentative humaine de fixer l'invisible avait dû, à son tour, devenir invisible. C'est presque une ironie cosmique. Les bâtisseurs ont dressé des formes pour lutter contre l'effacement. Puis, leurs propres formes ont été ensevelies. Et pourtant, elles ont survécu. Pas dans la lumière continue des siècles, pas dans une tradition ininterrompue, mais dans le noir de la colline, à l'abri du temps, jusqu'à ce qu'un autre âge, le nôtre, vienne gratter la terre et retrouve ce regard de pierre. Et maintenant que nous l'avons retrouvé, que faisons-nous de lui? Nous pourrions le simplifier, dire « le premier temple » et passer à autre chose, ou bien l'enfermer dans des théories trop parfaites, trop rapides, trop modernes. Nous pourrions aussi céder au vertige facile et lui prêter des vérités totales sur les étoiles, les cataclysmes, les civilisations disparues, les visiteurs du ciel. Tout cela flatte l'imagination, mais souvent au prix du réel. Ou alors, nous pouvons accepter l'inconfort plus noble, accepter que Göbekli Tepe soit à la fois connu et inconnu, ancien et étrangement proche, matériel dans ses pierres, presque insaisissable dans son sens. Accepter qu'il ne nous donne pas une réponse simple sur les origines, mais une image plus honnête. L'humanité a commencé plus profond, plus ambigu, plus symbolique que les résumés scolaires ne le disent. Elle n'a pas seulement appris à semer, elle a appris à se souvenir. Elle n'a pas seulement appris à bâtir, elle a appris à mettre en scène ce qui la dépasse. Elle n'a pas seulement appris à survivre, elle a appris à habiter l'énigme. Et c'est peut-être cela, au fond, la révélation la plus troublante de Göbekli Tepe. Les ruines ne cachent pas simplement un secret sur le passé, elles cachent une vérité sur nous. Nous nous imaginons rationnels, tardifs, avancés, séparés de la préhistoire par des couches infinies de technique et de confort. Mais devant ces piliers, tout se resserre. Nous reconnaissons quelque chose. Pas dans les formes exactes, bien sûr, pas dans les rituels, pas dans le bestiaire, mais dans l'élan. Cet élan brut et magnifique qui pousse une communauté à dire « Le monde est immense, dangereux, déroutant. Alors nous allons quand même y planter une forme, y déposer une mémoire, y dresser des témoins. » En ce sens, Göbekli Tepe n'est pas seulement une ruine du commencement. C'est un rappel. Le rappel que l'être humain n'a jamais vécu uniquement de nourriture et d'abri. Il lui faut du sens, même fragile. Il lui faut des lieux où l'invisible devient presque tangible. Il lui faut des gestes qui dépassent l'utilité immédiate. Et quand ces gestes prennent racine, ils peuvent faire naître des mondes. Alors, que cachent les ruines perdues de Göbekli Tepe? Peut-être le souvenir du premier grand frisson collectif, peut-être la naissance d'un langage sacré sans alphabet, peut-être les traces d'un système régional plus vaste, dont nous n'avons encore dégagé que quelques os de pierre, peut-être une lutte ancienne contre la mort, la dispersion et l'oubli, peut-être la preuve que la civilisation a commencé non par l'ordre, mais par une tentative désespérée et magnifique d'apprivoiser le chaos. Et peut-être, surtout, une question laissée exprès en suspens. Car si ces hommes ont su bâtir tout cela avant les villes, avant l'écriture, avant les empires, combien d'autres mondes mentaux ont existé avant les nôtres, puis se sont éteints sans presque rien laisser? Combien d'idées colossales ont traversé l'histoire humaine avant de sombrer dans la terre, sans archives, sans nom, sans descendants visibles?
Combien de langues symboliques avons-nous perdues avant même d'apprendre à les reconnaître? Göbekli Tepe est peut-être moins une exception qu'une survivance. Le fragment sauvé d'un continent mental englouti. Et c'est précisément pour cela qu'il nous hypnotise. Parce qu'au lieu de fermer le passé, il le rouvre. Il agrandit l'ombre derrière nous. Il nous rappelle que nos origines ne sont pas un escalier bien éclairé, mais une plaine nocturne où parfois surgissent des colonnes de pierre chargées de bêtes, de morts, de mémoire et de silence. Le plus troublant, finalement, n'est pas que ce site soit ancien. Le plus troublant, c'est qu'il nous parle encore. Pas avec des mots, pas avec des phrases, pas avec une vérité propre et rangée. Il nous parle avec une sensation. La sensation qu'au commencement, l'humanité a regardé le monde, a senti le danger, l'absence, la foudre, les charognards, la faim, la beauté du ciel et l'énigme des morts. Puis a décidé de répondre non par un cri, mais par une architecture de pierre, une architecture de mémoire, une architecture contre l'oubli. Et cette réponse, enfouie pendant des millénaires, remonte aujourd'hui vers nous comme un souffle ancien. Un souffle qui demande encore « Qui étions-nous ? Qu'avons-nous perdu ? Et qu'est-ce qui, en nous, n'a jamais vraiment changé ?» Merci d'avoir traversé cette énigme jusqu'au bout avec moi. Si ce voyage dans les profondeurs de Göbekli Tepe vous a captivé, gardez cette question en tête encore un moment après la vidéo. Peut-être que les ruines les plus anciennes ne parlent pas seulement des morts. Peut-être qu'elles testent les vivants. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères que le passé n'a pas encore fini de nous rendre.